quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la macroéconomie et des banques centrales et des enjeux 2025 du point de vue des politiques monétaires. Nous en parlons avec Nadia Garbi, qui est économiste chez Pictet Wealth Management, avec nous en visioconférence. Bonsoir et bienvenue Nadia, ravi de vous retrouver. Peut-être pour commenter déjà un petit peu la série d'estimations de croissance qu'on a pu avoir au sein de la zone euro, pays par pays, et puis pour l'ensemble. Alors une croissance qui a été paralysée au global si on regarde le chiffre zone euro au quatrième trimestre, avec des contributeurs négatifs qui ont été la France et l'Allemagne, mais aussi toujours des contributeurs positifs dans la partie périphérique, avec des très beaux scores, encore une fois, pour l'Espagne ou encore le Portugal. Quelles sont les leçons que l'on retire de ce quatrième trimestre et qu'est-ce qu'on peut ou non extrapoler pour la suite, Nadia ? Bonsoir Grégoire. C'est vrai qu'on a eu ce chiffre du PIB zone euro avec une stagnation au quatrième trimestre. Je dirais qu'il y a deux enseignements principaux. Tout d'abord, c'est vrai que la périphérie surperforme, et quand on parle périphérie, on parle surtout de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce. Et ces pays devraient continuer à surperformer le reste de la zone euro. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a tout d'abord le fonds de relance qui reste un support important à la croissance économique de ces pays. C'est aussi des pays qui sont plus sensibles à la baisse de taux de la BCE. Ils sont aussi moins exposés aux États-Unis, donc moins exposés aux risques de Trump et aussi moins exposés à la compétition chinoise. Et dernièrement, je dirais aussi qu'ils ont plus au niveau en tout cas de l'offre de travail. On a vu que voilà, en Espagne, on a beaucoup d'émigration. Ça porte aussi la croissance espagnole dans la bonne direction. Le deuxième enseignement de tous ces chiffres, c'est qu'on a une demande domestique qui reste résiliente. Même si c'est vrai que le chiffre a déçu, on a vu dans plusieurs pays une consommation privée qui accélère. C'est notamment le cas de l'Espagne, mais aussi de la France. Donc c'est tout de même positif. On l'a beaucoup attendu, cette consommation privée qui n'a pas redémarrer. Et cette fois, c'est vrai qu'on l'a. Donc ça, je dirais que c'est plutôt positif. Oui, 0,7% je crois de dépenses de consommation en France sur le seul mois de décembre. 0,7% de conso sur un mois, c'est quand même un beau chiffre pour la France, Nadia. Tout à fait, et ce, en dépit de la baisse de la confiance des ménages. Donc je dirais que c'est vraiment positif pour la suite. C'était d'ailleurs un des points de Christine Lagarde tout à l'heure, je dirais cette confiance sur la demande domestique, sur le fait que graduellement, l'assouplissement de la politique monétaire va mener à plus de demandes domestiques. Au-delà de la consommation, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, ce sont des paramètres qui sont beaucoup regardés par la Banque Centrale Européenne. Ça permet évidemment de parler de la décision d'aujourd'hui et de la stratégie devant nous menée par Christine Lagarde et la BCE. Je parle de la distribution de crédit. Il y a eu à la fois une amélioration des prêts distribués aux entreprises non financières au mois de décembre en zone euro et en même temps, la grande enquête auprès des banques, le Bank Lending Survey, semble donner des perspectives assez médiocres et voire pas franchement encourageantes, Nadia. Oui, alors c'est vrai qu'on a ce resserrement des conditions de crédit, notamment pour les entreprises et surtout dans les pays core, l'Allemagne, la France. Je dirais que c'est vrai que l'incertitude politique doit tout de même peser dans ces pays. La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau ménage, ça reste tout de même assez positif. On a des conditions de crédit qui sont restées plus ou moins stables et surtout, on a une demande de crédit qui reste très forte. Et c'est je dirais, de nos arguments. Cette année, on va vraiment voir l'investissement résidentiel accéléré dans la plupart des pays, ce qui devrait justement soutenir la croissance en zone euro. Donc c'est vrai que du côté de l'investissement des entreprises, on ne s'attend pas à grand-chose. Le contexte est très compliqué, on a beaucoup d'incertitudes au niveau global, dans certains pays aussi incertitudes politiques. Mais je dirais que du côté, en tout cas, des ménages, on a eu tout de même cette bonne nouvelle avec une demande de crédit qui reste très forte. Comment est-ce que tout ça se traduit en matière de politique monétaire, au-delà de la nouvelle baisse de 25 points de base qu'on a eue aujourd'hui ? Est-ce que vous voyez la BCE rester dans son schéma, sa fonction de réaction actuelle, assez prudente, progressive, graduelle ?
le tâtonnement vers le taux neutre? Est-ce que c'est valable pour plusieurs meetings encore devant nous? Ou est-ce qu'à un moment, je ne sais pas, alors évidemment, si on spécule sur Trump, ça devient compliqué, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire basculer ou accélérer la fonction de réaction de la Banque centrale européenne? C'est vrai que c'est un peu notre scénario, hein, au fond, de voir la Banque centrale européenne baisser son taux directeur de 25 points de base à chaque meeting jusqu'en juillet. Je dirais que ce qui pourrait me remettre un peu en cause ce scénario, c'est d'avoir au fond une inflation notamment sous-jacente qui reste résiliente et relativement à un niveau très élevé. Ce n'est pas notre scénario, mais effectivement c'est un risque. C'était intéressant d'écouter Lagarde tout à l'heure qui vraiment montrait beaucoup plus de confiance sur la trajectoire d'inflation, et sur le fait qu'au fond, voilà, il voit vraiment l'inflation baisser à son objectif. Donc voilà, il montre de plus en plus de confiance avec notamment l'argument principal, c'est cette décélération des salaires en zone euro attendue par la BCE. Donc ça, je dirais que c'était un peu le point positif et c'est vrai que ça nous indique qu'en tout cas pour les prochains meetings, la BCE devrait baisser son taux directeur. Est-ce qu'on peut voir l'inflation dans les services, puisque c'est quand même le sujet qui gratte aujourd'hui à la Banque centrale européenne, qui est collé autour de 4% depuis plusieurs trimestres maintenant, Nadia? Est-ce qu'avec ces indicateurs avancés, la conviction affichée par Christine, est-ce qu'on va voir quand même des chiffres qui vont quand même baisser sous les 4% sur cette partie service? Christine Lagarde précise, j'ai pas besoin de voir l'inflation des services à 2% pour continuer de baisser mes taux, mais quand même, si on veut aller vite au taux neutre, il faut quand même que cette partie-là se desserre, quoi. Effectivement, et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas besoin de l'avoir à 2%, mais on a tout de même besoin de l'avoir, ou je dirais à proche de 3% d'ici la fin de l'année. C'est tout de même, les services, c'est 42% du panier total de l'indice d'inflation. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de voir l'inflation baisser à 2%, mais on a tout de même besoin de voir l'inflation des services baisser. Je dirais qu'il y a quelques effets de base qui vont aider l'inflation des services baisser, mais effectivement, ça pourrait remettre un peu en cause le schéma de la BCE si on avait cette inflation service qui reste collée à 4%. Sur la question des tarifs, alors là, évidemment, on ne connaît pas encore la formule qui sera retenue par Donald Trump. Il y a plusieurs styles, plusieurs formules sur la table. L'idée d'une approche graduelle, assez universelle, où mois après mois, on pourrait effectivement ajouter, empiler des couches de tarifs supplémentaires, des approches peut-être beaucoup plus ciblées sur certains secteurs stratégiques. Alors, je ne sais pas quel est le travail ou la réflexion qui vous anime de ce point de vue-là chez Pictet Wealth Management. Comment vous regardez cette question, sachant qu'on n'a évidemment pas de réponse sur la formule qui sera retenue par Trump, mais sur les hypothèses qu'on peut avoir, comment est-ce que ça peut jouer sur la conjoncture européenne? C'est vrai que nous, on a pris comme hypothèse de base je dirais des tarifs ciblés, donc pas de tarifs universels. Dans notre scénario, par exemple, central, on a pris des tarifs à hauteur de 10% pour certains pays. C'est très compliqué d'estimer l'impact des tarifs sur l'économie. Mais je dirais que globalement, effectivement, ce serait ça pèserait, c'est vrai, sur la conjoncture européenne, mais on mise tout de même sur cette résilience de la demande domestique. Ouais. Plus que sur, voilà, on ne compte pas vraiment sur les exportations cette année comme support de la croissance, et c'est vraiment la consommation des ménages, l'investissement résidentiel qui devrait être le support principal. Mais après, effectivement, si Trump venait vraiment à menacer de manière très agressive l'Europe, oui, effectivement, ça challengerait ce scénario. Bon, il y a beaucoup d'incertitudes encore dans les hypothèses qu'il faut quand même manipuler quand on fait cet exercice de perspective comme vous le faites, Nadia. Je ne parle même pas des élections allemandes. On aura peut-être déjà des résultats là dans 3 semaines maintenant. Plan de relance chinois ou pas. Bon, tout ça pourrait, j'imagine, avoir des impacts ou non sur la trajectoire de la conjoncture européenne cette année. Un mot de ce qui se passe aux États-Unis à ce stade. Là aussi, on a eu première estimation du PIB. Alors j'allais dire, on est toujours avec une économie américaine qui tourne autour de 3%, si on enlève notamment l'effet déstockage qui a un peu pesé sur la croissance du 4e trimestre. Situation qui semble parfaitement justifier l'idée d'une pause de la Réserve fédérale américaine.
Exactement, hein, toujours une croissance américaine très très solide, hein, et c'est vrai que Powell hier était voilà, sur cette ligne de, au fond, on n'est pas pressé, hein, on pose en janvier, on n'est pas pressé de baisser les taux au mois de mars, on attend de voir ce que l'agenda politique de Trump, parce qu'au fond on sait, hein, les politiques de Trump sont inflationnistes, donc c'est vrai que la Réserve fédérale a tout intérêt à plutôt avoir cette démarche de attente, hein, plus que de essayer de front-loader, je dirais, l'agenda politique de Trump qui est très incertain. Donc voilà, ça va aussi en ligne avec la pause de la Réserve fédérale. Bon, une pause trop longue, ça pourrait être embêtant pour la Banque centrale européenne, ou est-ce qu'on a dépassé cette idée de la dépendance vis-à-vis de la Fed, Nadia? Écoutez, Christine Lagarde a dit que la BCE, hein, elle a eu une question là-dessus, elle a dit que la BCE était indépendante, hein, mission-driven, donc Oui, voilà, je dirais que la mission de la BCE est claire. Effectivement, elle doit quand même tenir en compte, hein, ce qui se passe dans les autres banques centrales. Je dirais que c'est un facteur parmi tant d'autres, mais si vraiment on a cette trajectoire d'inflation, voilà, cette inflation qui baisse à sa cible, je pense vraiment qu'elle continuera sur son chemin. Bon, on a eu ce débat l'an dernier, on a un peu dépassé ce débat désormais. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi qui était avec nous pour cet éclairage macro et autour des politiques monétaires pour 2025. Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management, avec nous en visioconférence.